faut toujours se référer à des dates. C'est très important. Alors, Victor Biakabuda. Victor Biakabuda. Voilà, assassinat, décès à 36 ans, en 1913. En 1913, Yvon Dja Biakabuda. Lieu de l'assassinat à Boisflé. Comme je vous ai dit, Houphouët-Boigny, on l'avait envoyé à Boisflé, bien évidemment, pour être quoi? Un infirmier. Et c'est à Boisflé, le 28 janvier. Le 28 janvier, il est né en 1913, le 25 janvier 1913, il va avoir, comment dirais-je, il va avoir le jour, le 25 février 1913, à Gagnois, il va naître. Et il va avoir cette attaque lâche par des Syrio-Libanais le 28 janvier 1950 à Boisflé, dans un village où ils vont assassiner ce monsieur à 36 ans, où il va tout perdre. Donc c'est pour vous dire que les hommes qui rentrent dans l'histoire, c'est pas forcément des vieux, mais c'est des gens qui ont vécu, je vais dire pleinement. C'est des gens qui ont vécu comme des hommes dignes. C'est très important de le dire. Alors, Victor Biakabuda, quand il va décéder, quand ils vont le Dja, parce que c'est pas un décès, c'est un assassinat. Quand ils vont l'assassiner, ils vont maintenant mettre la pression en 1950 sur Houphouët-Boigny. La pression qu'ils vont mettre sur Houphouët-Boigny, soit il accepte de collaborer avec eux, il sort dans tout ce qu'on appelle RDA là, et il vient collaborer avec eux. Il vient collaborer avec eux. Collaborer avec eux veut tout simplement dire que il rentre dans un système de soumission. J'arrive, hein. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure en amont, je vais vous lire rapidement un petit extrait. La création du Rassemblement démocratique africain RDA a eu lieu à Bamako, au Soudan français, aujourd'hui le Mali, lors d'un congrès fondateur qui s'est tenu le 18 au 21 octobre 1946, marquant un moment clé dans le processus de la décolonisation en Afrique francophone, avec l'objectif de l'anticipation des peuples et de la création d'une union française basée sur l'égalité des droits sous l'impulsion des figures comme Félix Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, etc., etc. Donc, alors que en 1946, quand on crée le RDA, le Rassemblement démocratique africain, c'est pas un parti, ou mais c'est pas un mouvement pour faire le statu quo. Le statu quo, c'est quoi? C'est pas un mouvement pour dire que on va rester dans la main de l'administration coloniale et puis les choses vont progresser un peu. Ça s'appelle le statu quo. Non, la création du RDA, c'est de se faire respecter, s'émanciper, prendre des décisions clés entre nous, Africains, parce qu'il faut savoir que à l'époque, quand on parle de 1946, les pays africains n'étaient pas indépendants. Ils n'avaient pas de mot d'ordre. Comme ils ont étudié un peu, donc ils se sont dit qu'on va prendre notre responsabilité. On va prendre nos responsabilités et on va faire face, bien évidemment, à l'administration coloniale.
Et à cette époque, Houphouët-Boigny était panafricain. En 1946, il n'avait pas changé d'avis. Mais après la mort de Biaka Boda en 1950, c'est-à-dire 4 ans plus tard, Houphouët-Boigny est devenu dubitatif. Il est devenu un homme qui doute. Donc il s'est dit que si il combat contre le colon français, soit il ja, soit il devient un homme exilé, et puis on va prendre un vassal pour jouer le sale boulot à sa place. Voilà comment Houphouët-Boigny va basculer du mauvais côté de l'histoire. Voilà comment Houphouët-Boigny va devenir un serviteur de la France à partir de 1950, à la mort de Victor Biaka Boda. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré, président de Burkina Faso, l'a souligné dans une de ses allocutions. Mais je rentre dans plus de précision pour vous détailler un peu ce qui c'est la France-Afrique. Donc 1950, Houphouët-Boigny va rentrer maintenant dans un sillon, dans un cercle vicieux que lui-même il ne maîtrise ni de près ni de loin. Il va commencer à se socialiser. Avec l'administration coloniale. Et sur la Troisième République, je pense bien, parce qu'il était communiste. Quand le Parti communiste, normalement, va sortir du gouvernement, Houphouët-Boigny va se mettre aux côtés de Mitterrand, je pense bien, et Houphouët-Boigny maintenant va devenir un élément clé pour la France, pour soumettre les pays africains, à partir de 1950 pour aller. Et après, en 58, il va avoir un référendum. Mais avant le référendum de 1900, bonsoir Mistou Chatou, avant le référendum de 48, il va avoir, après la Seconde Guerre mondiale, il va avoir la conférence de Brazzaville. Et ça, c'est un élément très important. Parce que avant la conférence de Brazzaville, d'abord, il faut souligner un élément clé pour l'Afrique. Un élément clé. L'élément clé, c'est quoi? C'est en 1941. En 1941, où le premier vassal africain qui va siéger dans le Parlement français, ce monsieur-là va s'appeler Blaise Diagne. C'est un Sénégalais. Voilà l'homme le plus pitoyable des Noirs. C'est un Sénégalais, de l'Afrique francophone en tout cas. C'est un Sénégalais, il s'appelle Blaise Diagne. Il fut le premier député noir qui va siéger à l'Assemblée nationale française. Et c'est à partir de lui que les Français vont s'inspirer pour créer des collabos. Il s'appelle Blaise Diagne. Et ce Blaise Diagne-là va promettre en 1941 que lui, il est capable, ou bien ils vont lui donner la responsabilité et il va prendre la responsabilité de mobiliser plus de 6 millions de Noirs en Afrique francophone pour venir défendre la France dans la Seconde Guerre mondiale. Les gens vont dire 800 000, les gens vont dire non. En réalité, les scientifiques les plus sérieux nous parlent de plus de 6 millions de Noirs que Blaise Diagne va mobiliser à travers l'Afrique. Et ils vont mobiliser ces Noirs-là avec des accords. Avec, bien évidemment, des choses qu'ils ne vont pas donner. Des promesses. Vous allez avoir la nationalité française. On va vous donner les papiers français. Vous allez avoir une retraite.
Même si vous mourrez, on va rassurer, patati patata. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de promesses quand Blaise Diagne est parti en Afrique pour aller appeler les Africains. Et quand l'administration coloniale va en Afrique, qu'est-ce qu'ils vont faire réellement? Quand ils vont dans un endroit en Afrique, que les Africains ne sont pas d'accord pour aller combattre, vous savez ce qu'ils font? Ils détruisent vos récoltes. Ou bien ils les prennent pour ne pas que vous ayez de quoi manger. Et ils vous contraignent à vous mobiliser pour venir combattre pour eux à la Seconde Guerre mondiale. Et là, va surgir une dame au Sénégal, qui n'est pas des moindres, qui vient de la Casamance. Une dame qui a travaillé avec les colons. Et après, elle va avoir mal aux pieds, elle va rentrer en Casamance. Elle s'appelle Aline Siloué Diatta. Aline Siloué Diatta voit cette indignation de diminuer les vives ou bien les récoltes des populations, des campagnards, des villageois, en les forçant à aller se battre contre l'administration coloniale. Aline Siloué Diatta va s'indigner et elle va dire non. Elle va combattre l'administration coloniale et elle va être arrêtée en 1941. Déportée au Gabon et après, je pense, déportée au Mali et après, elle va décéder. Voilà des dames qui se sont battues malgré qu'elle avait mal aux pieds. Mais elle a combattu jusqu'à son dernier souffle. Aline Siloué Diatta. Et Blaise Diagne continuait toujours ce chemin-là. Mobiliser les Noirs, avec des promesses fallacieuses, les mentir. C'est comme ça les Africains vont, bien évidemment, et ils vont promettre même aux Africains qu'ils auront vous comprenez, une indépendance, qu'ils vont les libérer, qu'ils ne seront plus des esclaves, s'ils viennent combattre, bien évidemment. Et après la Seconde Guerre mondiale, quand les Africains vont libérer la France et l'Europe, hein, on va dire l'Europe, notamment la France, l'administration coloniale va changer l'histoire. Les tirailleurs africains aujourd'hui qui a été galvaudé de son sens, où on dit tirailleurs sénégalais, ce sont des tirailleurs africains, dont mon arrière-grand-père faisait partie. Donc c'est nous, nos parents là qui ont libéré la France. Le Français lâche qu'il est. Il ne veut pas mourir, il veut qu'un Africain vienne mourir à sa place. Même le dû de l'Africain qui meurt à sa place, il n'est pas capable de le donner. Et après, on va inventer les camps de Tiaroy pour aller tuer des Africains qui sont allés se battre pour votre liberté. Est-ce qu'il y a plus lâche qu'un Français? Est-ce qu'il y a plus lâche qu'un Français? Et après, en 44, je pense, en 44 ou bien en 40, combien là, il y a eu maintenant la conférence de Brazzaville. La conférence de Brazzaville, normalement, De Gaulle avait promis aux administrations coloniales qu'il allait les donner des indépendances, qu'il allait les libérer. C'est après la conférence de Brazzaville, De Gaulle va venir les dire qu'il n'y aura pas de changement dans leur coopération, qu'ils vont toujours rester dans l'administration coloniale, qu'il y aura un peu, écoutez-moi très bien, hein, qu'il y aura un peu de changement dans leurs conditions de vie. Ils vont toujours rester dans la colonisation. C'est suite à cela, il va y avoir un référendum. C'est après ce référendum qui va se référer. Non, il y a des garçons en Afrique.
Non, il y a des garçons en Afrique. Il y a des garçons en Afrique. On peut tout dire des Africains, mais il y a des garçons en Afrique. Et ce référendum-là va faire 99,99%, à l'exception de la Guinée, de Sékou Touré, qui va dire non. Que lui, il préfère la mort dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. C'est là Sékou Touré va forcer la main à De Gaulle en 1948 et De Gaulle va promettre qu'il va montrer toutes les couleurs à Sékou Touré, descendant de Samori Touré. Voilà comment Sékou Touré, en 1958, va prendre l'indépendance de la Guinée. De Gaulle se voyant forcer la main devant un noir, qu'est-ce que De Gaulle va faire? De Gaulle maintenant serait forcé à donner l'indépendance des pays africains 2 ans plus tard. En 1960, les Houphouët-Boigny n'ont pas demandé l'indépendance de Côte d'Ivoire. Ne venez pas mentir ici. Houphouët-Boigny n'a jamais demandé l'indépendance de Côte d'Ivoire ici. C'est De Gaulle qui a donné. Il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas battus pour l'indépendance. Il y a eu des luttes qui ont été cristallisées, certes, mais Houphouët-Boigny n'a pas donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. C'est De Gaulle. De manière unilatérale. C'est la France de manière unilatérale qui donne l'indépendance à beaucoup de pays africains. Donc ne prenez pas les Houphouët-Boigny là comme des symboles. C'était des lâches. Ils sont allés prendre des luttes des syndicats, ce qu'on appelle le syndicat agré, qui est devenu plus tard la bourgeoisie ivoirienne. Il a créé une bourgeoisie agricole où la majorité de ces agriculteurs-là étaient des Akans. Et voilà comment des frustrations ont commencé d'abord en Côte d'Ivoire. Il va créer une bourgeoisie agrée. Et c'est la bourgeoisie agrée là qui va le protéger son pouvoir en plus de 38 ans. Ils vont piller l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais ça, on ne va pas trop rentrer dans ce dossier-là. Mais avant qu'on ait l'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? L'école qu'ils ont mis en place en 1958, qui ont fait sortir les Modibo Keïta, les Senghor, les Houphouët-Boigny, tout ce que vous connaissez comme intellectuels africains qui sont sortis de là-bas, même Cheikh Anta Diop, comme on dirait, sort de là-bas. Et ils vont réfléchir à un plan dans les années 50. Ils vont se dire que si ils laissent cette partie de l'Afrique là, comme le Soudan français, ça ne les arrange pas. Ils vont réorganiser un plan où ils vont balkaniser les pays africains. Là, ils ne vont plus appeler Soudan français, ils vont diviser maintenant. Parce qu'il faut savoir que c'était d'abord l'Empire tout couleur. Après l'Empire tout couleur, quand ils ont chassé le fils de El Hadj Omar Tall, parce qu'il faut savoir que El Hadj Omar Tall a fait un combat farouche contre le colonialisme. Après, son fils est venu signer des accords dans les années 1700 avec celui qu'on appelle Gallieni, qui était un colon français. Et après, Gallieni l'a trahi, il est parti se retrouver vers les fleuves, vers le fleuve du Niger, quelque part là-bas. C'est après ça maintenant qu'ils vont baptiser notre endroit qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest là, ils vont baptiser ça le Soudan français. Maintenant, vu que les Africains ont commencé à être intelligents, quand ils disent intelligents, ils étaient toujours intelligents, mais ils ont commencé à être lettrés dans l'école française. Ils ont commencé à comprendre le système. Ils ont commencé à lire des livres. Ils ont commencé à comprendre le système. Comment ces gens-là arrivent à nous dominer. Donc, il y a un Français à l'Assemblée nationale
un écrivain aussi, je pense bien, qui a dit que si on ne balkanise pas les Africains, là, ils vont venir recoloniser la France. Voilà comment ils établissent un plan de balkanisation de l'Afrique noire. Ils vont nous diviser, découper. Et ils vont rebaptiser les territoires bien définis. Et après, on dit non, toi tu es Burkina Faso. Ça a été déjà dessiné à l'époque, en 1884. Mais le plan de la balkanisation de la France a été plus déterminant en Afrique de l'Ouest. Ils ont créé un plan de réelle balkanisation. Parce qu'il faut savoir que sans le plan de la balkanisation, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso étaient le même pays. Hein. On disait Haute-Volta, mais c'était le même pays. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire étaient le même pays. On ne parlait même pas de trucs. C'était le même pays. Donc ils ont découpé le Soudan français. Alors que le territoire là était gouverné par le même gouverneur qu'on appelait El Hadj Omar Tall, qui a combattu et qui a gagné plus de 200 batailles. On avait des guerriers en Afrique. On avait des hommes. Nous sommes l'émanation d'une lutte. On vient de très loin. Les colons, ils savent, ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils connaissent nos ancêtres. Les colons, là, ils connaissent nos ancêtres. C'est parce que nous, on est devenus faibles aujourd'hui. Ils nous ont trop aliénés. Et après, Houphouët-Boigny va jouer un rôle déterminant. À partir des années 50 jusqu'à l'indépendance. Houphouët-Boigny va commencer à mieux se socialiser avec les Français que les Africains. Il va même devenir député en France. Et même, on dit qu'il a gouverné la France pendant 24 heures. Dans ses récits. C'est Houphouët-Boigny maintenant qui devient secrétaire général chargé des affaires africaines. Vous avez bien compris. Houphouët-Boigny devient secrétaire général chargé des affaires africaines. Ça veut dire que les Français, l'opinion publique française n'est pas au courant. L'opinion publique africaine n'est pas au courant. Mais à l'Élysée, ils ont un bureau secret qui a existé et qui existe jusqu'à présent depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle le bureau chargé des affaires africaines, qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Et on dit même c'est Houphouët-Boigny qui a trouvé ce thème-là, France-Afrique, Houphouët-Boigny. Ah Dieu là, vraiment, il nous a créé problème. Et ce bureau secret-là, les Français ne sont pas au courant. L'opinion publique française n'est pas au courant. L'opinion publique ivoirienne n'est pas au courant. Je dis ivoirienne, africaine n'est pas au courant. Donc tous les coups louches que la France va vouloir faire, ou bien va avoir l'ambition de faire, il y a un monsieur qu'on appelait Jacques Foccart, qui était son supplétif, et lui, il était le subordonné, chargé des affaires maghrébines. Est-ce que je me fais comprendre? Jacques Foccart était plus pour le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Libye, etc. Houphouët-Boigny, c'était tous les pays africains noirs. Il était chargé de les gérer. Et à côté de lui, ils vont prendre en Syrie, ils vont prendre un monsieur, un Libanais qui a vu le jour, un Syro-Libanais qui a vu le jour en Turquie, d'après eux, hein, parce qu'il faut toujours dire d'après eux, et qui vient en Côte d'Ivoire, qui travaille à Renault,
et qui dit que son père était greffé. Et il va croiser son père pour la première fois, je pense en 19 ans et 20 ans. Lui qu'on appelle aujourd'hui Onien. Pour mieux faire le travail, on met un Libanais à côté de lui. On met un Libanais à cause de qui? À côté de qui? À côté de Houphouët-Boigny. Pour être le secrétaire général chargé des affaires africaines. C'est ceux-là qui vont faire le sale boulot en Afrique. Toutes les guerres, tous les coups d'État, ils sont dedans. J'ai dit et j'assume, hein, ils sont dedans. Si tu as bien fouillé, la guerre de Biafra, ils sont dedans. La guerre de Libéria, ils sont dedans. Les mouvements de Samuel Doe au Ghana, Houphouët-Boigny est dedans. Il est dans tous les coups louches. Et il fait comme s'il n'est pas au courant de quelque chose. Un vieux mafieux Houphouët-Boigny, il n'y a pas plus mafieux que Houphouët-Boigny en Afrique de l'Ouest. Je vous dis, hein, le vieux qu'on a eu là, il n'y a pas plus mafieux que lui. Thomas Sankara, il est dedans. Parce qu'il faut savoir que la femme de Blaise vient de qui? La femme de Blaise vient d'où? Écrivez dans les commentaires. La femme de Blaise vient où? Vient d'où? La femme de Blaise Compaoré vient d'où? Donc, tous les assassinats en Afrique, tous les coups d'État en Afrique, il est dedans. Et c'est lui qui a promis le pouvoir à Blaise. Et ils ont planifié, ils ont mis Blaise au pouvoir au Burkina Faso. Donc quand aujourd'hui Alassane devient président, moi ça ne m'étonne pas. C'est le schéma de la France-Afrique qui continue. Et si on ne comprend pas, si on ne revient pas dans nos archives pour nous battre réellement, on est dans les problèmes. Un Syro-Libanais qui est à côté d'Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny lui-même, qui est un vieux mafieux. Mais vous pensez que cette mafia-là, pour la détruire là, c'est aujourd'hui, on s'est levé un matin comme ça, on va venir parler sur TikTok, et puis elle serait détruite. Non. Il faut savoir à qui on a affaire. On a affaire à des gens, depuis les années 40 qui sont aux affaires. On a affaire aux gens, depuis 1890. Ils sont sur nos terres. En train de nous balkaniser, nous diviser. Prendre nos renseignements, aller donner à la France. Et ça, c'était le travail de Onien. Il n'y a pas un ministre en Côte d'Ivoire qui n'avait pas peur de Onien. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il parlait même avec des ministres de manière condescendante. Il appelait tous les ministres par leur nom. Sans les dire monsieur ou quoi. Il les appelait par leur nom, direct. Il les soumettait. Parce qu'il était en contact directement avec l'administration coloniale. Et il était un agent. Il a été envoyé. Voilà les vrais agents de la DGSE. Il avait les plus grandes relations à cette époque. Il connaissait tous les ambassadeurs africains, tous les hommes puissants de ce monde connaissaient Onien. C'est moi qui vous dis. Même le pape Jean-Paul II à l'époque, il n'avait pas, c'est-à-dire, il ne prenait pas audience pour aller voir le pape Jean-Paul II en Italie. C'est lui-là, on appelait Onien. L'homme qui avait le carnet d'adresse du monde entier dans sa main s'appelle Onien. Il était à côté de Houphouët-Boigny. Même le Moyen-Orient, pour régler certains conflits, venait demander de l'aide à Houphouët-Boigny. Tous les gens qui étaient dans les pays arabes, des trucs là, ils venaient demander conseil à Houphouët-Boigny dans la géopolitique, dans la géostratégie. Et c'est cette posture-là qu'aujourd'hui, Ouattara veut avoir. C'est cette gloire-là lui veut. Mais, on peut imiter quelqu'un, mais on ne peut jamais l'égaler dans la lâcheté. Il n'y a pas un président africain, je mets quiconque au défi, il n'y a pas un président africain qui peut égaler Houphouët-Boigny dans sa lâcheté, il n'y a pas. Il a battu tous les records Guinness. Il s'appelle Houphouët-Boigny, c'est lui. Fefa. Non, c'est pas l'homme. Vieux là. Non.
Il fait comme si... il fait comme il est étonné. À chaque fois, il est étonné. Mais vieux, il est mal dangereux. Dégâts, il a fait en Afrique, là. Pa. Lui, c'est un philosophe criminel, hein. Houphouët-Boigny, c'est un philosophe criminel. Lui, en fait, lui, il regarde la colline. Toi, il y a longtemps, il y a un baka qui t'a cogné quelque part là-bas. Et puis, on met ça sur le fait du hasard. Lui, il n'y a pas trop de place en prison, hein. Il y a des trucs qui te font rapidement. C'est lui, Houphouët-Boigny. Un vieux vicieux. Un vieux malin. Mais il a été bien formé pour détruire les pays africains. C'était lui, Houphouët-Boigny, avec Jacques Foccart. Ils ont mené leur combat jusqu'à terme. Et c'est après ça que Ouattara va prendre le pouvoir en 1993 et après ça va continuer. Mais je ne veux pas rester, parce que je parle de la France-Afrique, je ne veux pas rester seulement en Côte d'Ivoire. Il y a eu ce qu'on appelle, en 1993, je pense bien, entre 91 et... Non, je pense que c'est en 92. Pascal Lissouba et Sassou Nguesso. Et ça, c'est un élément important de la France-Afrique. Pascal Lissouba et Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, la France-Afrique, voyant que il n'avait pas une certaine popularité, ils vont prendre un monsieur qu'on appelle Pascal Lissouba et ils vont faire une stratégie. Ils vont mettre une stratégie en place où ils vont tomber d'accord avec Pascal Lissouba. Pourquoi on choisit Pascal Lissouba? Pascal Lissouba est un opposant qui a abandonné parce qu'il n'a plus de force pour continuer, il n'a plus les moyens pour continuer. Donc Pascal Lissouba abandonne son ambition d'être président ou bien d'être quoi, d'être quelque chose. Mais vu qu'il y a une révolte au niveau du Congo, Brazzaville, les Français voient qu'il va perdre le pouvoir. Donc, ils vont créer un schéma. Pascal Lissouba est d'une ethnie qui est plus populaire, bien évidemment, au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, vu que Pascal Lissouba est populaire, ils vont faire un deal avec Pascal Lissouba pour dire que on va te solliciter et tu vas aller aux élections avec Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso va perdre les élections. On va faire tout pour que tu gagnes. Mais il faut reconduire le gouvernement de Sassou Nguesso. C'est-à-dire tu prends le ministre, c'est-à-dire que c'est la tête qui change. Toi, tu continues le système. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça la France-Afrique. Hein? La DGSE avec tout le groupe, avec tout ce que vous connaissez, hein, Jacques Foccart, etc. Là, ils vont lui dire qu'il est champion. Voilà ce que tu dois faire. Avec des agents dont si vous allez faire des richesses, vous allez voir des noms. Mais moi, je vous... en fait, je suis en train de vous faire un résumé. Ils vont aller aux élections. Pascal Lissouba va gagner. Et il y a eu maintenant un problème de reconduire un contrat pétrolier où Pascal Lissouba va être dans une situation où il a besoin d'argent pour aller aux élections législatives et municipales. Parce qu'il a gagné les élections. Maintenant, il a besoin de financement. Mais vu qu'il ne veut pas reconduire le gouvernement de Sassou Nguesso, donc il va signer un contrat avec une société américaine. À hauteur de, je ne sais pas combien là. À hauteur de, je ne sais pas combien, c'est combien de millions là même. 150 millions de dollars, un truc comme ça. C'est bien sûr,
le prix, c'est pas truc, mais il va prendre une somme conséquente où il va signer avec une société américaine. Et la société américaine va lui verser l'argent. Il va prendre cet argent-là pour aller aux élections. C'est dans ça maintenant, l'administration coloniale va armer les populations civiles contre lui. Ils vont créer un tollé. Ils vont créer une guerre civile. Ils vont tuer son pouvoir. Et après, ils vont prendre maintenant Sassou Nguesso pour venir l'imposer. Et ils vont créer les opérations qu'on dit opération Barracuda. Ils vont créer les opérations, je ne sais pas, opérations, ils ont toujours les noms. Ils vont créer des opérations bizarres là, parce qu'il y a une affaire de pétrole que la France n'a pas eue. Il y a une affaire de pétrole que la France ne peut pas jouir de ça. Vu que ce sont les Américains qui vont venir profiter, vu que Pascal Lissouba n'a pas respecté le contrat, mais voilà Pascal Lissouba qui est dans le problème. Coup d'État. On prend Sassou Nguesso, on le positionne. Jusqu'à aujourd'hui, de 1992, 1993, jusqu'à aujourd'hui, Pascal Lissouba n'a plus goûté le pouvoir. Sassou Nguesso est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la France-Afrique. Si tu n'agis pas pour eux, ils te dégagent. Donc, il y a eu plusieurs cas. Hein? Il y a eu plusieurs cas. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Je parle du Congo-Brazzaville. Mais vous signalez là, c'est pourquoi? Vous signalez là, c'est pourquoi? Vous signalez mon live là, c'est pourquoi? Vous signalez mon live là, c'est pourquoi? Vous signalez le live là, c'est pourquoi? Vous signalez le live là, c'est pourquoi? Mais c'est pas vous signaler pourquoi? Donc, il y a un truc que les Africains doivent comprendre. Et notamment en Côte d'Ivoire. Il y a un truc que vous devez comprendre. On a un point aujourd'hui. On a un point. Oh là là. Monsieur là, je ne sais pas où il est et puis on va se demander. Aujourd'hui, il faut croire aux gens que la France-Afrique n'existe pas. La France-Afrique n'est pas ceci. La France-Afrique n'est pas cela. C'est faux. La France-Afrique existe. La France-Afrique a toujours existé et la France-Afrique existera toujours sur nous, Africains. On ne se lève pas pour se battre. Il y a plein de coups louches, hein, mais je ne vais pas rentrer dans trop de dossiers. La démocratie, telle qu'aujourd'hui appliquée en Afrique, c'est la démocratie. Tous ceux ou celles qui croient à la démocratie en Afrique sont des ennemis de l'Afrique. Retenez ça, c'est important. Tous les Africains qui croient à la démocratie à l'occidentale, notamment celle de la France-Afrique, ce sont les ennemis de l'Afrique. Et tous, sans exception. Un vrai Africain averti qui a la notion de l'histoire ne doit pas croire à la démocratie france-africaine. Surtout celle de l'Élysée, de la France. Je suis désolé. On n'est pas dans une démocratie. On est dans un jeu d'intérêt. Quand ça les arrange, tu es président. Quand ça ne les arrange pas, ils te dégagent. Et nous, les populations, ils n'en ont rien à foutre avec notre opinion. Ils n'en ont rien à foutre. Je vous ai parlé du cas de Pascal Lissouba. Il a été élu par une grande majorité parce qu'il faisait partie d'une ethnie qui était majoritaire. Mais pourquoi ils n'ont pas laissé? Pour une histoire de signature de pétrole, ils l'ont dégagé. Et ça se passe partout en Afrique. Partout en Afrique. Pourquoi? Le coup d'état de Mamadou Doumbia, la France n'est pas venue appeler la CEDEAO pour que la CEDEAO aille intervenir au niveau de la Guinée pour réinstaller Alpha Condé. Mais on laisse Mamadou Doumbia gouverner
et après on organise des élections pour dire qu'il va gagner de manière démocratique. Oligui Nguema. Pourquoi on n'appelle pas la CEDEAO ou bien on n'appelle pas comment dire, leur organisation de l'Afrique centrale là pour venir réinstaller, bien évidemment, qui Oligui Nguema. Mais Oligui Nguema va être reçu à l'Élysée. Oligui Nguema va être reçu à Abidjan en grande pompe. Mais Assimi Goïta va être vu comme un diable. Ibrahim Traoré va être vu comme un diable. Ça s'appelle du 2 poids 2 mesures. Ça s'appelle du double standard. Mais Emmanuel Macron a la facilité de dire aux Africains, chez nous, il n'y a pas de double standard. Ça s'appelle le double standard. Quand c'est pour aller soutenir un coup d'État au Tchad, après la mort, après l'assassinat de Kaka Déby, oui, là, c'est un coup d'État légitime. Mais Kaka Déby a compris à la dernière minute. Parce qu'il ne servait pas trop les intérêts de la France, ils ont voulu faire un coup d'État. Grâce au service de renseignement nigérien, notamment de Tiani, aujourd'hui, il a la vie sauve. Sinon, ils allaient le dire et puis prendre sa place, donner à un de ses cousins. Voilà ce à quoi nous sommes aujourd'hui. Quand c'est en ballot, un coup d'État planifié, il n'y a pas la CEDEAO, parce qu'ils font partie de la CEDEAO. Il n'y a pas la CEDEAO qui intervient. Mais quand c'est au Bénin, un coup d'État révolutionnaire qui voit venir, panafricain, où la souveraineté va ressortir là-dedans, c'est une urgence pour eux. C'est un manque à gagner. Voilà pourquoi les bases militaires chez nous ne sont pas bonnes. On n'a pas dit non que le 43e Bima, ça dit n'existe pas. Mais les forces qui sont quittées à Abidjan pour aller attaquer le Bénin, là, ils sont quittés où? C'est pas à Abidjan. S'ils n'étaient pas assez armés, comment ils font pour quitter là-bas de manière facilement comme ça? Ils quittent pas en France à 6000 km du Bénin, mais ils quittent en Côte d'Ivoire à 1 heure, peut-être à 1 heure de vol rapidement là, pour venir attaquer les populations, déjà les populations civiles, déjà des militaires, pour pouvoir réinstaller Patrick Talon qui n'était plus président. Voilà ce à quoi nous sommes soumis. Nous sommes soumis aujourd'hui encore, bien évidemment, dans la colonisation. Si vous voulez, n'acceptez pas le mot. Les pays africains sont encore dans la colonisation. Les pays africains ne sont pas libres. Nous sommes dans la colonisation. Et si nous ne nous levons pas pour mener un combat réel face à l'administration coloniale, et les Libanais font partie intégrante de cette bataille-là. Ce sont les supplétifs. Ce sont les espions, pour faire ça plus simple, de la France-Afrique. Ce sont les yeux et les oreilles de la France dans nos pays, les Libanais. Voilà ce à quoi nous sommes soumis aujourd'hui. Et si les populations s'amusent, ils vont nous arracher notre pays du jour au lendemain. Et ils vont mettre à la tête de notre pays des gens qui ne viennent pas de chez nous. Et nous, maintenant, ils vont nous chasser du pays. Moi, je ne parle pas d'Apoutou, mais regardez Apoutou hier en train de pleurer dans son pays. Qu'est-ce qu'Apoutou a fait de mal? Qu'est-ce que Apoutou a fait de mal? Le fait de montrer l'argent sur les réseaux sociaux, il est parti faire la prison pour venir. Il ne peut même pas sortir de son pays. Tout ça, là, c'est le système de la France-Afrique. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Hier, là, il a pleuré parce qu'on ne veut pas le laisser sortir. Pourquoi on le laisse pas sortir? Pourquoi on ne le laisse pas sortir? Les gens sont derrière lui. C'est le système qui est comme ça. On ne veut pas que des gens s'en sortent. Aujourd'hui, ce qu'Apoutou est en train de faire là, il est en train de concurrencer leur système. Parce qu'il est en train de concurrencer Hassan Hayek. Donc, ils veulent chercher tout pour nuire à Apoutou. Ils veulent nuire à sa vie. Il faut qu'il le sache. Moi, je ne suis pas ami avec lui. Mais il faut qu'il le sache. On veut le nuire. Et même encore, on cherche des plans même pour le jeter en prison encore. Parce que leur système là, Apoutou est en train de détruire ça. Parce que le social là, la France-Afrique n'aime pas le social. La France-Afrique là, ils n'aiment pas le social. Quand c'est un Libanais qui fait, c'est bon. Mais quand c'est un gars comme Apoutou, un autochtone, qui essaie de s'émanciper, qui essaie de s'en sortir, qui essaie de sortir du lot, où le monde est derrière lui, ils n'aiment pas ça dans les systèmes france-africains. Ils n'aiment pas ça. Quand le peuple t'aime, ils vont te dire. Apoutou là, il est en danger. Moi, je vous dis, moi, je connais le système.
Je sais comment ces gens-là sont machiavéliques. C'est des maudits. Ils veulent tuer le moral du gars, tuer sa visibilité, tuer sa popularité. Et c'est ce qu'ils ont fait à Ahmed Bakayoko. Même si c'est pas un exemple. Moi, je vous parle sur le plan politique. Parce que je sais de quoi je parle. Ces gens-là, on les a étudiés. Donc, quand c'est un Libanais qui fait, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un Poutou qui fait, un enfant du pays, digne fils du pays, ça les dérange. C'est même pas le pouvoir en place. C'est le système france-africain que ça dérange. Ils ont des conseillers français qui leur disent, hey, lui là, il faut avoir un œil sur lui. Parce que s'il a une récupération politique, tu vas tomber. Oui, oui. Du jour au lendemain, s'il y a eu un coup d'État, lui là, s'il soutient le coup d'État, tu es mort. Parce que tous ceux qui l'aiment vont suivre le coup d'État, vont suivre. Voilà comment un homme pense. C'est pas pour mettre Apoutou en danger, mais c'est pour vous décrire la mentalité de ces gens. Parce que pour combattre quelqu'un, il faut réfléchir comme lui, il faut penser un peu comme lui. Il faut voir comment il pense. C'est comme ça ceux-là ils pensent. Les Français ne sont pas assez intelligents. Ils ne sont pas assez intelligents. Mais comme nous, on n'est pas assez soudés, voilà pourquoi ces gens-là arrivent à nous avoir. Les Libanais aujourd'hui qui sont dans nos pays, les commissaires, etc. Mais la majorité d'entre eux, là, ils sont nommés par des Libanais. Nommés par des Libanais parce que le Libanais connaît un ministre. Ils sont obligés de passer par le Libanais pour aller causer avec le ministre pour nommer un commissaire, pour nommer un gradé ici, pour nommer un gradé ici, pour nommer un douanier ici. Mais lui, là, ce douanier-là, quand il va venir là, est-ce qu'il peut refuser un service, même s'il vend être humain, même s'il est dans le trafic d'organes? Vous êtes sûr que cet individu-là, à la douane, voit le cœur de quelqu'un qu'ils ont enlevé, qu'on doit envoyer dans un autre pays? S'il voit ça dans le frigo, ou bien dans un truc là, vous êtes sûr qu'il va le dénoncer? Vous êtes sûr que ce douanier-là, qui a gagné son travail grâce à ce Libanais-là, vous êtes sûr qu'il va dénoncer ça là? Voilà ce à quoi nous sommes soumis aujourd'hui. Ni le gouvernement, ni l'administration coloniale peut nous sauver. Ni un politicien peut nous sauver. Et il faut que ça soit clair dans nos têtes. Et si on n'est pas clair comme ça, on ne va pas avancer. Soit on reste comme ça, on disparaît, on nous remplace, on perd nos têtes du jour au lendemain. Et ça, c'est dans 30 ans. Hein. Dans 30 ans, c'est fini. Vrai Ivoirien, là, ça n'existe plus. Oui, oui, oui. Je suis Bété, je suis Koulango, je viens du Nord, je suis... Non, non. Ceux qui vont rester un peu, résister un peu, ça va être les Akans. Mais ça encore, il y a un système là-bas pour les tuer. Parce que quand tu n'as plus le pouvoir en haut, ben, pour t'achever même, c'est trop facile. Voilà ce à quoi aujourd'hui nous sommes soumis. La destruction de notre système. La destruction de nos élites. La grande majorité des gens qui viennent en politique, souvent, ils ont un bon fond. Souvent, ils ont la bonne volonté. Mais à la dernière minute, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés pour exister de manger dans la table, comment dirais-je, dans la marmite du diable. Et quand tu commences à manger dans la marmite du diable, c'est fini. C'est terminé. Ils ne deviennent plus des hommes sensibles. Ils deviennent des bourreaux. Ils deviennent des gens contre leur peuple. Et voilà ce à quoi on est soumis aujourd'hui. Et si on ne se lève pas pour mener un combat de révolution, comme le Burkina Faso le fait, le Mali, le Niger, mais on est dans le problème. Ces Libanais-là ne vont pas quitter du jour au lendemain parce qu'ils sont contents. Hein? Je suis désolé. Alors, s'il y a des interventions, n'hésitez pas à monter, poser des questions. Si je peux répondre, je vais répondre. Et puis après ça, je vais vous laisser. Junior, si tu n'as pas grand chose à dire là, parce que tu es dans le bruit, je ne sais pas, tu veux monter pour dire quoi? Junior, bonjour. Et bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, oui, ça va, ça va. Allez-y, on vous écoute. Ah, ok. En fait, c'est juste pour poursuivre, pour enchérir sur votre intervention. La question même veut revenir au Libanais, là, Moi, le problème est que les Libanais, le business qui est entre nous, s'ils savent qu'ils sont fatigués de gérer le business, qu'ils dégagent de nos pays. Parce que, mine de rien, depuis 1961,
Vous parlez de quel business? Vous parlez de quel business qui est entre nous? Soyez clair, on vous parle. Bon, il dit quoi? En ce moment-là, ce sont eux qui occupent la moitié du PIB de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si on se fait... La moitié du PIB, là, bon, c'est un peu trop dit, non? C'est une partie du PIB. C'est pas la moitié, mais allez-y. Et voilà, mais c'est une partie, moitié, c'est toujours c'est pareil, on peut dire ça. En quelque sorte. Tu vois. Donc, ce qui revient à dire que on les a accordé beaucoup de choses dans notre pays. Donc, s'ils voient qu'ils en ont marre, ils veulent maintenant nous gouverner, moi, je trouve qu'ils abusent maintenant. Qu'ils partent de Bobby, c'est pas tu penses que tu les as accordés, tu les as rien accordés. Ils se sont imposés. L'administration coloniale les a imposés. Voilà, oui, effectivement, ça, je suis au courant pour ça. Ils nous ont imposé. Non, mais dans les premiers temps, ils sont venus sur un système que ce sont les réfugiés. Parce que c'est la guerre civile qui les a repoussés vers l'Afrique. D'abord, dans les premiers temps. C'est après maintenant qu'ils ont vu que nous avons quitté. Il faut rester, Junior, il faut rester dans les commentaires, tu vas écouter. C'est pas la guerre civile qui a envoyé les Libanais en Côte d'Ivoire ou en Afrique. La première vague des Libanais, ils sont venus bien évidemment en 1890. Et il y a trop de mensonges dedans, quoi. En 1890, là, quand ils arrivent, d'après eux, en cherchant les côtes d'Amérique, en cherchant un pays un pays développé, etc., pour s'en sortir, en fait, c'est des migrants, en fait. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est l'administration coloniale qui les envoie là, en 1890, pour rivaliser avec les colons des autres pays, notamment les colons espagnols, les colons des autres pays européens, les Italiens, etc. Pour occuper la place, pour ne pas que les autres colons là, arrivent à occuper la place et à remplacer les Français. Les Français, de manière stratégique, ils vont envoyer les Libanais. Donc, quand vous ne comprenez pas quelque chose là, venez et posez des questions. Et nous, on va vous répondre. Ne venez pas parler comme si vous connaissez. Est-ce que vous comprenez? Quand vous ne comprenez pas là, vous venez, vous posez des questions. Ah frère, vraiment, je ne comprends pas ça. Mais quand tu viens affirmer là, c'est grave parce que tu vas partir répéter ça ailleurs là-bas. Non. L'histoire est quelque chose de têtu. Je ne peux pas te laisser dire des choses qui ne sont pas vraies, non? C'est pas partout où on parle. Ce que tu dis là, si tu n'es pas informé, reste dans les commentaires, tu vas écouter. Parce que tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Puis les gens qui vont écouter pendant 2 minutes vont penser que c'est vrai. Jo, on vous écoute. Bon, bonsoir, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu grippée. Non, il n'y a pas de souci, allez-y. J'aimerais vous dire déjà merci pour ce que vous faites. Et le problème, c'est que c'est vrai que je ne suis pas ivoirienne, mais moi, dans mon pays aussi, il y a ces Libanais, j'ai travaillé avec eux, c'était pas facile. Mais nous nous sommes unis, on a lutté. Le monsieur en haut là, c'est monsieur ou madame, s'il vous plaît, mettez votre micro. Et donc dans la société où on travaillait, on avait un contrat. Et dans le contrat, normalement chaque année on devait avoir des congés. Mais quand tu pars des congés, on te fout à la porte. Quand on va voir les autorités, c'était compliqué. Les gens de l'administration, ils venaient. Quand ils partaient voir le patron, à la sortie, ils changeaient d'avis. On ne sait pas s'ils sortaient avec des enveloppes, pourquoi, mais bon, je ne peux pas confirmer, mais ils n'étaient pas de notre côté. Et un bon jour, on s'est levé. On a bloqué le centre-ville. C'était chaud, je vous assure. Le problème, c'est que les Africains doivent être unis. Certes que, quand nous sommes levés, ça n'a pas changé aussitôt. C'est peut-être 3 ans après que moi j'ai quitté la boîte.
Avec les collègues, on continue à discuter. Ah là, maintenant, on nous accorde des congés. Ah, super. Même si nous n'allons pas bénéficier, mais nos enfants vont bénéficier un jour. Nous devons nous serrer les coudes. Nous devons lutter. Comment un étranger chez nous, il vient nous imposer, vous travaillez, mais vous n'avez pas droit au congé. Comment ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Nous devons être un. Et un jour, ça va changer. Parce que nous, on ne peut pas faire ça chez eux. On les accueille, nous sommes gentils avec eux. Mais eux, en retour, quand ils viennent, ils s'allient avec nos responsables. C'est pour nous maltraiter chez nous. Non, ça doit changer. En tout cas, je tenais à dire ça, que la Côte d'Ivoire ne baisse pas les bras. Non. Non. Moi, il y a un qui a essayé de me parler enfin. J'ai dit non, tu me parles pas comme ça chez moi. Interdit. Je suis une femme, mais je t'interdis de me parler comme ça. Je vais pas me laisser faire chez moi. Vous voyez? Mais on va pousser quelqu'un, on va gifler un policier. On va attendez, on est chez nous quand même. Nous sommes chez nous. Et nos responsables aujourd'hui, que ce soit, peu importe le grade ou bien le poste qu'on peut occuper, ils vont passer tous un jour. Mais quelle est la nation que nous allons laisser à nos enfants, l'héritage que nous allons laisser à nos petits-enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser? Et donc nous devons nous lever, nous serrer les coudes, lutter pour que nous sortons de cette, je sais pas, de l'esclavage, s'il faut le dire, je pense. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour votre allocution. On va donner la parole à Banankou. Banankou, allez-y, prenez la parole. Oui, bonsoir, et c'est des Bonsoir, frère. Oui, la question que moi j'ai là, pour gagner le combat des Libanais là, est-ce que le combat de France CFA là, ça fait pas, c'est pas un petit bâtiment pour gagner ce combat? Parce que si on dit que c'est la France vraiment qui finance les Libanais, alors que c'est la même France qui fait le franc CFA pour distribuer, et ça ne va pas être compliqué. Et si on s'attaquait à franc CFA là, le combat de franc CFA là, si on mettait ça dans notre programme là, parce que c'est la France qui finance les Libanais et c'est la France qui fait franc CFA. Donc ma question est que pouvons-nous ajouter le combat de franc CFA à cette lutte, parce que c'est l'un des bases, c'est l'un des bâtiments aussi. Ou bien, vous voyez comment? D'accord. Ce que vous avez dit est très intéressant parce que dans le système, le franc CFA fait partie. Dans le système qu'on combat, le franc CFA fait partie. Il y a le franc CFA, il y a les bases militaires, il y a les accords de défense, il y a les accords commerciaux. Bon, tout ce que on doit acheter, on doit demander l'aval à la France et la France va échanger notre argent et cet argent-là qu'on va prendre pour aller faire des achats sur le marché international. Donc, le franc CFA aussi est capital dans ce combat-là. Exactement. Mais avant d'arriver au franc CFA, il faut une révolution. Oui. Tu vois, le franc CFA est l'aboutissement. Mais il faut une révolution pour avoir des gens à la tête de nos États, pour avoir cette réforme-là, pour avoir cette souveraineté monétaire-là. Exactement. Parce que si on n'a pas une révolte, parce que les pays africains, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, dans beaucoup de pays en Afrique, au Togo, on pense qu'on est libre, on n'est pas libre. Non, on n'est pas libre, jamais on n'est pas libre. Ils nous regardent comme ça, comme des esclaves en fait. On n'est pas libre encore. On n'a pas d'indépendance. Et puis ils rient, quand on se manifeste, ils rient, parce qu'ils savent bien que c'est eux qui tiennent le coup. Merci. Tu vois. Et puis deuxième question, comment ça arrivé que
les pays maghrébins ont leur propre monnaie, alors que c'est la même France qui les a colonisés. Et nous, 14 pays est associés à une seule monnaie et c'est fabriqué par la France. Il faut savoir que les Maghrébins, au détriment de nous, ils ont une relation privilégiée. Un, parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Deux, parce qu'ils ont des populations qui sont capables de faire des révolutions. Eux, ils se comprennent. Eux, quand leur gouvernement les parle, ils comprennent. Nous, on a trop de divisions. C'est vrai qu'il y a des divisions chez eux. Mais eux, ils arrivent à mieux comprendre parce qu'ils ne sont pas trop divisés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, je fais comprendre. Et La communication passe plus vite par rapport à chez nous. Oui, et puis l'union aussi, parce que chaque fois nous on forme de groupe. Là-bas, la révolution est plus facile par rapport à chez nous, parce que là-bas, par rapport à chez nous. Voilà, ils ont plus ou moins des populations qui sont aptes à se battre, à se donner la mort du jour au lendemain par rapport à nous. Oui. Pour ne pas te couper, et c'est la même désunion là qui a fait installer France CFA aujourd'hui. Parce que et puis là-bas, sans vouloir t'interrompre, là-bas, il y a un truc différent par rapport à nous. Eux, ils peuvent mieux se socialiser avec l'administration française par rapport à nous à cause de leur couleur de peau. Ça les favorise. Exactement. Eux, ils peuvent devenir même espions facilement par rapport à leur couleur de peau. Ils peuvent même changer de nom, devenir français. Ça veut dire qu'ils ont plus accès au système, à certaines vérités, à certains documents, à certaines choses que nous, parce que nous, notre couleur de peau nous condamne à ne pas rentrer même dans certains endroits, à ne pas rentrer dans certaines administrations, à ne pas rentrer dans certaines organisations de la France. Eux, ce n'est pas le cas. Exactement. Eux, ils peuvent devenir président en France. S'ils arrivent à changer d'identité, ou bien de nom, etc., ils peuvent devenir président en France. Alors qu'un noir en France, devenir président, c'est chaud. Hein? En fait, notre base, c'est pas seulement ces désunions-là, ces désaccords-là qui a le problème. Sinon, l'idéologie que Sékou Touré avait pour lutter contre, pour dire non à cette France, c'est là que Sékou Touré a fait sa monnaie. Si tout pays Afrique de l'Ouest aujourd'hui avait sa monnaie, parce que Mali avait sa monnaie aussi. Tout à fait. Mais cette France-là, il a combattu ça. Donc, si les gens n'avaient pas se désuni, tout le monde allait voir sa monnaie aujourd'hui et puis ça allait être tranquille. Mais de fait que c'est Sékou Touré qui a été capable, Sékou Touré et le Mali qui a fait, et il y avait le franc malien, il y avait le franc guinéen. Donc, il voulait tout faire pour Dja Sékou Touré, mais il n'a pas pu. Donc, ils ont eu Dja et le président de Mali là, Modibo Keïta. Ils ont eu Dja, ils ont éliminé France, ils ont éliminé là-bas, directement installé France là-bas. Mais en Guinée, comme ils n'ont pas pu éliminer Sékou Touré, donc ils ont déstabilisé, ils ont gâté la monnaie. Il restait seulement le nom. Donc, je vois directement là-bas que là-bas, il y a eu une défaite. Parce que de fait que nos monnaies, on n'a pas été installées, on a eu à installer le franc CFA à cause de nos désunions. Donc il y a eu une défaite là-bas. Et aujourd'hui, on lutte contre le franc CFA maintenant, alors que c'est déjà trop tard. Et ça, pour nous... Alors, il y a un plan aujourd'hui de recolonisation de la Guinée, mais c'est pas comme vous le pensez en fait. C'est parce qu'on n'a pas les grands moyens. Si on avait les grands moyens, on allait démontrer avec beaucoup de recherches, même avec des voyages en Guinée, pour vous démontrer que la Guinée est en train d'être recolonisée. Exactement, oui, 100% aujourd'hui. Oui, elle est en train d'être recolonisée, mais c'est une recolonisation qui va se faire par la culture, par la religion et par des panafricains eux-mêmes. Oui, exactement, ça notamment Alain Foka, par exemple. Un influenceur comme Makosso, avec sa fille. Non, la femme a déjà récupéré la Guinée. Il a déjà récupéré, il n'a même pas à s'inquiéter.
que ce soit la Guinée, que ce soit le Togo, la France va déployer les moyens. Et si Kémy Séba n'arrive pas, et je souhaite que Kémy Séba arrive, dans une analyse globale, si la France arrive à mettre la main sur le Bénin, dans les 5 prochaines années, vous allez voir la majorité des influenceurs francophones vont se retrouver en Guinée. La France va injecter des milliards pour avoir des concerts en Guinée. La France va faire des efforts pour amplifier les histoires de religion en Guinée. Que ça soit par les Québécois. Et puis la Guinée va faire plus que la Côte d'Ivoire. En Guinée et au Bénin. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, la colonisation de manière barbare, ça ne passe plus. Il faut passer par la dépravation des mœurs, comme ils sont en train de faire à Abidjan aujourd'hui. Il faut passer par la dépravation des mœurs pour coloniser les populations aujourd'hui. C'est ce que les Américains ont trouvé comme stratégie, ce qu'on appelle le soft power. Mettre en avant des faux leaders pour coloniser le peuple. Oui, vous voyez, exactement. Oui. Vous voyez par exemple, un sujet comme ça de la France-Afrique qui domine et qui maintient des millions de populations dans la précarité, il y a 68 personnes. Alors, une fille insensée de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui va s'asseoir en train de rencontrer sa vie de merde. Exactement. Il y a 5 000 personnes, il y a 16 000 personnes, il y a 10 000 personnes qui l'écoutent. Ça s'appelle le soft power. Et les Africains ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi le soft power? Il faut savoir que sur TikTok aujourd'hui, il y a des agents. Leur TikTok là, on les charge. Ils ont des... On peut leur donner peut-être chaque semaine, je ne sais pas, 5 000 € pour acheter des pièces TikTok pour envoyer si c'est un live. Ça se fait, ouais. Il vient sur un live d'une femme ou bien d'un jeune, un influenceur qui fait un sujet. Quand ils analysent le sujet c'est un sujet d'abrutissement. Ils vont commencer à envoyer des cadeaux. Cadeaux. Donc quand on envoie assez de cadeaux dans un sujet comme ça, qu'est-ce que ça fait? Les gens qui font des lives là vont partir faire le même sujet. Exact. Pour dire que c'est un sujet d'actualité, les gens aiment beaucoup le sujet. Et vous allez voir le lendemain, tous les panels vont lancer le même sujet et ils vont faire de ça un sujet d'actualité. Pendant ce temps, les gens ils gouvernent. Exactement. Pendant ce temps, les gens nous volent. Et ils vont cibler encore dans ces lives-là les personnes les plus connues. Ils vont aller dans leur live, aller les envoyer des cadeaux. Même si ce n'est pas des lions, mais ils vont les envoyer des cadeaux faramineux pour les donner de la visibilité. Parce qu'il faut savoir que ce sont les cadeaux qui donnent de la visibilité à des lives. Oui. Plus il y a un cadeau dans un live, plus l'algorithme te met en avant. Même si tu n'es pas pertinent, même si tu ne vaux rien, même si tu dis si tu t'envoies des cadeaux, TikTok va exploser ton nombre de vues. Exactement. Donc ce système-là, la France a compris ça. Et la France finance d'abord sur TikTok, la France finance sur le terrain. Vous allez voir que si le peuple béninois et l'armée béninoise ne prend pas son destin en main, ils vont amplifier dans les années à venir des cérémonies soi-disant panafricaines au Bénin. Exactement, au Bénin, Ils vont amplifier l'arrivée de beaucoup d'artistes pour faire des événements au Bénin. Yeah. Ils vont amplifier l'arrivée. Vous n'avez pas vu? Merci. Makosso, pourquoi Makosso va au Bénin? Merci. Exactement, oui. Pourquoi il a quitté en Guinée et puis il est allé au Bénin. Ça s'appelle le soft power. Maintenir le peuple dans la médiocrité. Mais comme nous les Africains. Il vient de quitter à Paris, hein? Il vient de quitter à Paris. Oui. Ça fait partie du système. Abrutir le peuple. Et Makosso va aller regarder là-bas, il va se familiariser avec eux. Et après, sa fille Kimi même va suivre encore. Soit disant qu'elle va faire commerce. Oui, exactement. Mais voilà. En fait, ils utilisent nous-mêmes quoi le système. pour faire leur système. C'est ça le problème.
Oui, ça fait partie du soft power. C'est comme ça, on les utilise. Exactement. Oui. On les utilise. On les utilise. Donc, merci beaucoup, Bandakou. Oui, comme il y a les gens en haut, il y a les gens, on va laisser les gens, ils vont parler. Mais on doit combattre le franc CFA. Franc CFA, c'est l'un des suppassements de la lutte contre les Libanais. Parce que le fait que la France les supporte. Donc, on doit combattre les francs CFA. Merci Desago. On va écouter le monsieur qui est en haut là. J'ai pas son nom, je sais pas son nom est écrit en hindou ou bien quoi là, je sais pas. Bonjour monsieur, c'est monsieur ou madame? Juste en haut là, bonjour monsieur. Démutez votre micro. C'est monsieur. Allez-y, prenez la parole. C'est monsieur. Allez-y. C'est bon, non? Ok. Ça vous bien? Ok, vous m'attendez? Oui, ça va, on vous attend. Vous m'attendez? Oui, on vous attend. 5 sur 5. Ok. Bon, moi c'est un remerciement à monsieur Desakou. Voilà. En tout cas, je vous suis depuis longtemps. Voilà. Bon, là c'est mon deuxième compte. J'ai dû supprimer mon premier compte parce qu'on m'envoyait des notifications un peu bizarres. Sinon, mon premier compte, je vous suivais sur le nom des Z. Je ne sais pas si vous vous souvenez voilà, de ce nom. Oui, bon. Comme je suis là il y a longtemps aussi, là, tu vois. Il n'y a pas de souci, c'est la famille. Voilà, en tout cas, bon, si vous voyez que j'ai mis ce nom-là, au fait, non, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de vous justifier, voilà, monsieur. Mon profil, ne vous justifiez pas, allez-y, intervenez. Voilà, ok, voilà, donc, comme je l'ai dit, c'est un remerciement, voilà, monsieur Desakou, par rapport, concernant la lutte que tu mènes. Vraiment, il faut dire que nous, on est avec toi. Voilà, il faut dire que nous, on est avec toi. On a plein de témoignages. Voilà, on a plein de témoignages. Seulement que nous, on est au pays. Voilà. Et il faut dire qu'on a peur, sincèrement, il faut dire qu'on a peur de monter, voilà, sur les lives, voilà, pour ne pas que on nous répète, c'est tout, voilà. Sinon, on est en bas, on vous suit. Et puis, il faut dire que votre lutte là, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en secret, vraiment, qui sont avec vous, voilà, qui combattent même dans le secret, voilà, qui se donnent même des idées, des idéologies. Voilà, en tout cas, moi je cause avec beaucoup. Voilà, donc vraiment c'est un remerciement. Aujourd'hui, il faut dire que je ne peux pas venir sur TikTok sans que je vérifie la page de Desakou. Voilà, parce que avec toi j'apprends beaucoup. Voilà, j'apprends beaucoup et vraiment je te dis merci. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Ok, ce fut un plaisir. Merci à toi aussi. Et on est ensemble. Okay. Merci. Okay. On est ensemble. Okay. Alors, ce fut un plaisir de partager un petit bout de mon temps avec vous. S'il y a des gens qui veulent intervenir, peuvent monter, poser des questions. Si je suis apte à les répondre, si j'ai les réponses, je vais les donner. Si je ne peux pas aussi, on va regarder Wikipédia, tout simplement. Quelqu'un veut monter? Quelqu'un a des questions? Si vous avez des questions, ne vous inquiétez pas, montez, posez des questions. N'ayez pas peur. On mange pas ici quand même. Montez, posez des questions, n'ayez pas peur. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va se dire bonne soirée. Hein. Parce que c'est une longue série. Hein. La France-Afrique, c'est une longue série. Ok, bonne soirée à chacun de vous. Ce fut un plaisir. Desakou, deuxième de son nom. Donc, c'est un petit chapitre, hein, juste un petit chapitre. Je suis en train de bien corser ça. Mais les jours à venir, je vais faire des lives un peu plus corsés. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est qu'un échantillon.
Donc, un plaisir. Bonne soirée à chacun de vous. Bye bye.